95% des gens qui vont regarder cette vidéo ne pratiquent pas. Si dans la création, tu n'as pas ce processus, alors tout simplement oublie même l'idée de travailler ta stratégie. Après avoir lu et mis en pratique les enseignements de plus de 50 livres sur le trading, je vais vous révéler ce que vous devez absolument savoir pour atteindre la rentabilité long terme sur les marchés. Cette série de vidéos sera effectuée sous forme d'épisodes avec comme but donc de vous partager les informations et les compétences les plus intéressantes des meilleurs livres anglophones sur le trading, sans bien sûr dépenser le moindre euro et en y ajoutant tout simplement mon expérience. Et c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter et vous détailler et que je vais tout simplement donc vous partager ses secrets, c'est le livre Technical Analysis of the Financial Market de John Murphy. Celui-ci est souvent considéré comme la bible de l'analyse technique et donc d'une grande valeur. Et même donc si on le verra tout au long de cette vidéo, mais sur certains passages sont à mon sens très flous et d'autres remplis donc d'arguments liés à la finance comportementale qui pourraient tout simplement augmenter grandement votre perception des marchés. John Murphy est reconnu comme une figure emblématique dans le domaine de l'analyse technique et il est largement donc considéré comme l'un des pionniers de cette discipline et qui vise à prédire les mouvements futurs des prix d'un actif financier et en se basant simplement sur l'étude donnée historique du marché et notamment le prix. Ce livre aborde beaucoup de sujets différents et c'est pourquoi je te laisse les timecodes en description de la vidéo pour pouvoir naviguer et prendre uniquement les informations qui vont t'intéresser. Et même si encore une fois je te conseille de tout regarder et tout écouter car sur certaines parties je ne suis pas très d'accord avec l'auteur et certaines affirmations. La première intrigue de ce livre est: est-ce que l'analyse technique est une philosophie ou alors est-elle rationnelle? Et Murphy nous donne pour commencer que l'analyse technique est basée sur 3 arguments ou raisonnements bien précis. Commençons par la première: l'action du marché intègre tout. Murphy croit que tout ce qui peut potentiellement affecter le prix, fondamentalement, politiquement, psychologiquement ou autrement, est en réalité reflété dans le prix de ce marché. Il s'ensuit donc qu'une étude de l'action du prix est tout ce qui est nécessaire. Bien que cette affirmation puisse sembler rapide, il est difficile d'être en désaccord si l'on prend le temps de considérer sa véritable signification et qu'on a acquis une bonne compréhension des marchés financiers. C'est que l'action du prix devrait refléter les changements dans l'offre et la demande. Si la demande dépasse l'offre, les prix devraient augmenter. Si l'offre dépasse la demande, les prix devraient baisser. Cette action est la base de toute prévision économique et fondamentale. Le technicien retourne alors cette déclaration pour arriver à la conclusion que si les prix augmentent, pour quelles que soient les raisons spécifiques, la demande doit dépasser l'offre et les fondamentaux doivent être haussiers. Si les prix baissent, les fondamentaux doivent être baissiers. Personnellement, je suis du même avis car tu n'as pas besoin de regarder un bilan pour savoir si une société donc est en pente montante ou descendante sur les dernières années. Et un simple graphique boursier peut résumer donc son état et son évolution sur une large période historique. Comme à l'inverse, un simple graphique peut te montrer que la situation est compliquée pour une entreprise ou pour nous qui travaillons donc des actifs comme le Forex, il n'y a pas besoin de faire une analyse politique fondamentale pour avoir et connaître la tendance d'un marché. Seul un graphique suffit, car encore une fois, le prix intègre tout. Après tout, le technicien étudie indirectement les fondamentaux. La plupart des techniciens seraient probablement d'accord pour dire que ce sont les forces sous-jacentes de l'offre et de la demande, les fondamentaux économiques d'un marché, qui provoquent les marchés haussiers et baissiers. Les graphiques en eux-mêmes ne causent pas les mouvements haussiers ou baissiers des marchés. Ils reflètent simplement la psychologie haussière ou baissière du marché. Oui, je suis d'accord et on le verra par la suite, mais en pratiquant une simple analyse technique, vous pouvez donc couvrir toutes sortes d'analyses que les autres ne peuvent pas couvrir. Car avec une analyse donc technique simple, tu peux couvrir une analyse de psychologie de foule, une analyse des fondamentaux, une analyse de l'offre et de la demande et une analyse des interconnexions du marché, alors que donc aucun autre type d'analyse peut couvrir autant de visions de marché. En règle générale, les chartistes et les traders qui spéculent, et non pas les investisseurs, ne se préoccupent pas des raisons pour lesquelles les prix montent ou descendent. Très souvent, au premier stade d'une tendance de prix ou à des points de retournement critiques, personne ne semble savoir exactement pourquoi un marché se comporte d'une certaine manière. Alors que l'approche technique peut parfois sembler excessivement simpliste dans ses affirmations, la logique derrière cette première prémisse, que les marchés intègrent tout, devient plus convaincante à mesure que l'on acquiert de l'expérience sur le marché.
Il s'ensuit alors que si tout ce qui affecte le prix du marché est finalement reflété dans le prix du marché, alors l'étude de ce prix du marché est tout ce qui est nécessaire. En étudiant les graphiques de prix, le chartiste laisse en effet le marché lui dire dans quelle direction il est le plus susceptible d'aller. Le chartiste n'essaie pas nécessairement de surpasser ou de deviner le marché. Le chartiste sait qu'il y a des raisons pour lesquelles les marchés montent ou descendent. Il ou elle ne croit simplement pas que connaître ces raisons est nécessaire dans le processus de prévision. Et je rejoins le même avis car en tant que trader, on se fiche de pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse et la seule chose qui nous intéresse, c'est de réaliser donc des profits via nos trades, pas d'être le plus cultivé financièrement. Et généralement, plus la personne a de connaissances, plus elle va compliquer son système et compliquer ses interprétations jusqu'à en oublier donc les bases et donc les fondamentaux et ne jamais connaître un système gagnant. Le deuxième argument est que les prix évoluent selon les tendances. Je ne vais pas tout vous détailler, mais il est dit que les tendances du marché sont un des fondamentaux de l'analyse technique et que grâce donc à une analyse technique basique, il est possible de voir les signaux de retournement ou de continuation uniquement grâce à un graphique boursier. Et encore une fois, c'est du basique et je pense que c'est assimilé pour tous qui vont regarder cette chaîne. Alors je ne vais pas donc m'éterniser et continuer uniquement sur les moments et les facteurs que je pense les plus pertinents et qui vous aideront tout simplement à réussir en trading. Le troisième argument. L'histoire se répète. Une grande partie de l'analyse technique et de l'étude de l'action du marché concerne l'étude de la psychologie humaine. Les modèles de graphiques, par exemple, qui ont été identifiés et catégorisés au cours des 100 dernières années, reflètent certaines images qui apparaissent sur les graphiques de prix. Ces images révèlent la psychologie haussière ou baissière du marché. Ce ne sont pas des schémas créés par simple envie ou ennui, mais bien une construction répétitive du comportement humain. Étant donné que ces modèles ont bien fonctionné dans le passé, on suppose qu'ils continueront de bien fonctionner à l'avenir. Ils sont basés sur l'étude de la psychologie humaine, qui a tendance à ne pas changer. Une autre manière de dire cette dernière prémisse, que l'histoire se répète, est que la clé pour comprendre l'avenir réside dans une étude du passé. Alors, je suis d'accord sur que les schémas sur les graphiques qui reflètent et englobent la psychologie donc des humains et on peut le voir donc notamment sur le Bitcoin à l'approche de niveaux clés comme les zones de support ou résistance ou encore donc sur le prix des 2000 sur le gold donc 2000 $ qui était tout simplement une résistance et une barrière psychologique très puissante durant les dernières années. Mais bien sûr, ne pas tomber dans l'euphorie et apprendre de ses erreurs et apprendre de ce qui s'est passé dans votre passé et dans le passé donc du marché pour ne pas encore une fois refaire les mêmes erreurs. Encore une fois, j'ai vu des centaines de personnes refaire les mêmes erreurs donc sur l'évolution du Bitcoin ou même les mêmes erreurs sur la chute du dollar ou même les mêmes erreurs sur la montée de l'or. Toujours les mêmes erreurs sans jamais les corriger et ce qui fait encore une fois la différence entre un mauvais analyste, un mauvais trader et un bon trader. Et un conseil qui mérite toute votre attention, n'essaye jamais d'anticiper un cours boursier, suis le mouvement et tu auras plus de chances de réussir. Ensuite, il revient sur un sujet qui n'a pas mûri depuis 30 ans, la bataille et les conflits entre les traders fondamentaux et les traders techniques et de savoir qui d'eux, donc entre le technique et le fondamental, aura donc la vérité absolue pour analyser un actif. Et ce qui m'a fait rire quand j'ai lu cette phrase, c'est que je suis confronté tous les jours donc à cette situation et tu as donc des débutants pro-fondamentaux qui viennent faire la guerre aux traders techniques sans même comprendre le réel fonctionnement des marchés et c'est qui est encore là donc encore une fois est relié à ce qui a été dit précédemment. L'histoire se répète mais pas parce que encore une fois on est dans une boucle mais bien parce que la psychologie humaine ne change jamais. Et si la psychologie humaine ne change jamais, alors il est possible de détecter les zones émotionnelles pour nous en tirer profit. Dans la page numéro 5, Murphy dit que le fondamentaliste étudie la cause du mouvement du marché, tandis que le technicien étudie l'effet. Le technicien, bien sûr, croit que l'effet est tout ce qu'il ou elle veut ou doit savoir, et que les raisons ou les causes sont inutiles. Le fondamentaliste doit toujours savoir pourquoi. Le problème est que les graphiques et les fondamentaux sont souvent en conflit l'un avec l'autre. Une argumentation des traders techniques diverge des fondamentalistes et que le prix du marché tend à devancer les fondamentaux connus. Dit autrement, le prix du marché agit comme un indicateur avancé des fondamentaux ou de la sagesse conventionnelle du moment. Tandis que les fondamentaux connus ont déjà été intégrés et sont déjà dans le marché,
les prix réagissent maintenant aux fondamentaux inconnus. Alors, personnellement et par expérience, j'ai déjà vu des milliers d'annonces être pricées, donc avant même la publication. Et donc, je pense que ça t'est déjà arrivé d'attendre une annonce économique et d'attendre une réunion importante et que au final, le marché ne réagit pas, car encore une fois, le technique avait déjà enregistré l'annonce ou la nouvelle. Et ce qui fait que donc, théoriquement, il n'y aurait pas besoin de prendre en compte ces annonces et de simplement donc trader et suivre bêtement le graphique. Si bien sûr, on prend pas en compte le slippage, les spreads et la liquidité de la volatilité extrême pendant ces périodes. Et malheureusement, en trading, il n'y a aucune corrélation entre difficulté et rentabilité. Et d'ailleurs, si tu as de l'expérience ou que tu commences à en avoir, alors tu vas comprendre et tu comprendras que tout est régi par l'attente des investisseurs et que même si fondamentalement une annonce est bonne, le prix peut chuter et inversement. La psychologie du marché est reflétée directement en analyse technique et donc c'est vraiment le facteur décisif si tu comptes devenir un trader rentable sur le long terme, bien sûr si tu utilises des stratégies, des méthodes techniques et bien sûr dans un cas de trading et non d'investissement. Murphy continue et déclare que certains des marchés haussiers et baissiers les plus spectaculaires de l'histoire ont commencé avec peu ou pas de changements perçus dans les fondamentaux. Au moment où ces changements sont devenus connus, la nouvelle tendance était déjà bien engagée. Les utilisateurs de techniques étaient en avance. Et si un trader devait choisir uniquement l'une des deux approches à utiliser, le choix devrait logiquement être technique, car, par définition, l'approche technique inclut le fondamental. Si les fondamentaux se reflètent dans le prix du marché, alors l'étude de ces fondamentaux devient inutile pour un trader. La lecture de graphiques devient une forme raccourcie d'analyse fondamentale. L'inverse, cependant, n'est pas vrai. L'analyse fondamentale n'inclut pas une étude de l'action des prix. Il est possible de trader sur les marchés financiers en utilisant juste l'approche technique. Il est douteux que quiconque puisse trader uniquement sur les fondamentaux sans tenir compte de l'aspect technique du marché. Alors, je trouve ça à la fois très vrai donc sur ce qu'il se dit ici, mais à prendre avec des pincettes. Je m'explique. En tant que trader court terme, donc 1, 2, 3 semaines, je rejoins donc à 100% sa conviction, mais si tu fais donc du trading sur le stock market en swing long terme, sur des horizons potentiels tels que 2, 3, 4 ans sur donc des positions, je pense que les fondamentaux, bilan, santé et gestion financière d'une entreprise est très important. Mais que oui, donc si tu fais donc du trading très court terme et que tu cherches des ratios de 4 sur des unités de temps comme par exemple 15 minutes, les fondamentaux ne seront que dispensables, voire même donc encombrants et pouvant contredire tes plans techniques que tu avais tout simplement réalisés de base. Et de par mon expérience, j'ai comme cette confirmation qui est que plus l'unité de temps est basse, moins les fondamentaux sont impactants. Et plus l'unité de temps est longue, donc hebdomadaire, mensuel, etc., plus les fondamentaux seront importants. Et que tant que, donc, en tant que spéculateur court terme, chercher des raisons fondamentales à un mouvement qui s'effectue en 15 minutes est pour moi tout simplement irrationnel, voire même donc imprédictible et une perte de temps. Car par exemple, si tu suis une tendance en cours, donc techniquement, avec une position technique, et que si donc les fondamentaux et le fondamental est contre la tendance en cours technique, qu'est-ce que tu vas faire? Trader contre la tendance en cours technique qui dure depuis plusieurs mois, ou alors donc ne pas regarder les fondamentaux techniques et donc respecter ton analyse fondamentale, sachant que, encore une fois, le prix du marché intègre tout. Et la preuve est donc de par mon expérience personnelle, j'ai des actions et je possède des actions donc long terme qui sont très haussiers sur 15 ans, 20 ans et 30 ans, mais que sur les unités de temps donc plus basses, il arrive d'avoir donc des cycles baissiers, alors qu'encore une fois l'action est parfaite, donc a une gestion parfaite fondamentalement et que ces fondamentaux sont juste irréprochables. Et pourquoi? Car simplement donc les unités de temps courtes ne déterminent pas et donc ne sont pas animées par les fondamentaux et sont animées uniquement par l'offre et la demande, les algos et autres, et souvent donc irrationnels aux fondamentaux ou au fondamental long terme. Ensuite, il va mettre un point sur quelque chose que je trouve également très intéressant pour nous traders techniques, le timing. Il évoque que le fondamental, tu peux avoir raison sur le long terme, mais que pour nous en tant que trader donc court terme, que donc tout simplement le long terme nous est complètement inutile. Et vu encore une fois que notre stop loss, nos stop loss qu'on va placer sur les marchés financiers sont placés sur des dizaines voire des centaines de pips,
comparé à notre prix d'entrée. Les fondamentaux peuvent impacter le marché donc dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais pendant ce temps, le marché donc a ou aurait pu donc partir dans le sens inverse avant de partir donc dans le sens de ses fondamentaux long terme. Et c'est pourquoi encore une fois le timing est très important, voire crucial, et le timing est uniquement donc décidé par la psychologie des foules, c'est-à-dire l'analyse technique. Et comme je vous ai déjà dit, notre but est de spéculer et de générer des profits, pas de savoir qui avait raison sur le long terme. Vraiment, on s'en fiche, on est des traders court terme et pas des analystes long terme. Murphy va continuer sur la flexibilité et adaptabilité de l'analyse technique et émettre que l'une des grandes forces de l'analyse technique est sa capacité d'adaptation à pratiquement tout support de trading et à toute dimension temporelle. Il n'existe aucun domaine du trading, que ce soit en actions ou en contrats à terme. Le forex ou ses principes ne s'appliquent pas. Le chartiste peut facilement suivre autant de marchés qu'il le souhaite, ce qui n'est généralement pas vrai pour son homologue fondamentaliste. Pourquoi? Car, en raison de l'énorme quantité de données que ce dernier doit traiter, la plupart des fondamentalistes ont tendance à se spécialiser. Les avantages ici ne doivent pas être négligés. Pour commencer, les marchés traversent des périodes actives et dormantes, des phases de tendance et sans tendance. Le technicien peut concentrer son attention et ses ressources sur les marchés qui affichent de fortes tendances et choisir d'ignorer les autres. En conséquence, le chartiste peut faire tourner son attention et son capital pour profiter de la nature rotationnelle des marchés. À différents moments, certains marchés deviennent chauds et connaissent des tendances importantes. Habituellement, ces périodes de tendance sont suivies par des conditions de marché calmes et relativement sans tendance, tandis qu'un autre marché ou groupe prend le relais. Le trader technique est libre de choisir. Le fondamentaliste, cependant, qui a tendance à se spécialiser dans un seul groupe, n'a pas cette sorte de flexibilité. Même s'il était libre de changer de groupe, le fondamentaliste aurait beaucoup plus de difficultés à le faire que le chartiste, car cela prend beaucoup plus de temps. Alors, pour ma part et de ma propre expérience, pendant les phases où le forex ou les actions sont dans des périodes donc très lentes ou dites de range, comme par exemple le début d'année 2024, j'ai concentré ma vision sur les altcoins qui m'ont permis de faire de très beaux bénéfices. Ce qui fait aussi donc toute la beauté d'un trader technique multi-asset. Ou comme en 2023, j'ai profité de l'évolution des actions, comme par exemple Microsoft, pour en faire une de mes meilleures années de trading. Chaque marché est différent et donc chaque marché a des cycles. Et surfer sur les différents marchés est plus facile en étant analyste et trader uniquement technique, car analyser les fondamentaux de tout serait juste un investissement trop coûteux en termes de temps. Et voilà, trop important. Et juste, je pense, encore une fois, c'est la plus grosse erreur pour s'embrouiller tout simplement votre cerveau. Murphy enchaîne les prévisions économiques via l'analyse technique et dit que l'analyse technique peut jouer un rôle dans la prévision économique. Par exemple, la direction des prix des matières premières nous dit quelque chose sur la direction de l'inflation. Il nous donne également des indices sur la force ou la faiblesse de l'économie. Des prix des matières premières en hausse laissent généralement présager une économie plus forte et une pression inflationniste croissante. Des prix des matières premières en baisse avertissent généralement que l'économie ralentit, de même que l'inflation. La direction des taux d'intérêt est affectée par la tendance des matières premières. En conséquence, les graphiques des marchés de matières premières comme l'or et le pétrole, ainsi que les obligations du Trésor, peuvent nous dire beaucoup sur la force ou la faiblesse de l'économie et les attentes inflationnistes. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a été dit. Et si toi, tu regardes la chaîne, ce sont encore une fois juste de simples bases et donc de simples notions en interconnexion des marchés peut t'aider en quelques minutes à comprendre ce qu'il se passe donc sur les marchés. Et comme dit donc les chutes du dollar, la montée sur l'or et tout autre facteur sur les indices qui peuvent donc donner ensuite des conclusions bien spécifiques au cycle économique en cours. Ensuite, Murphy explique qu'il existe deux types de traders techniques, les chartismes et les traders statistiques quantitatives, où encore une fois dans tous les années de travail, il a pu remarquer une querelle, un conflit, et il dit dans son livre que jamais ces deux parties ne seront en accord, et que chacun défaut sa méthode de travail, mais qu'au final, le but est d'être rentable, peu importe la manière.
Et un point que j'ai aimé sur la page numéro 11, j'ai aimé la partie où il parle d'automatisation, une stratégie donc mécanique pour ensuite vérifier sa rentabilité. Mais bien sûr, on le verra donc à la fin de ce bouquin, car il fait aussi un passage sur ces mêmes moments, sur le plan de trading, sur comment tenir une stratégie et sur une checklist à tenir pour devenir un trader gagnant. La prochaine phrase et texte que j'ai adoré, c'est les traders sont plus dépendants du timing que autre chose. Le timing est tout dans le trading. Déterminer la direction correcte du marché ne résout qu'une partie du problème de trading. Si le timing du point d'entrée est décalé d'un jour, ou parfois même de quelques minutes, cela peut signifier la différence entre un gagnant ou un perdant. C'est déjà assez mauvais d'être du mauvais côté du marché et de perdre de l'argent. Être du bon côté du marché et perdre quand même de l'argent est l'un des aspects les plus frustrants et les plus déstabilisants du trading. Il va sans dire que le timing est presque purement technique par nature, car les fondamentaux changent rarement à la minute, à l'heure, au jour. D'après mon expérience et les milliers de trades que j'ai pu effectuer et passer, je pense que quand tu commences le trading, avoir bon dans une direction du marché, mais quand même te prendre un stop loss est l'une des choses les plus frustrantes qui puissent t'arriver. Et donc encore une fois, jusqu'à mûrir dans ton trading. Et donc quand ton approche sur les marchés va mûrir, tu vas comprendre encore une fois que tout est régi par les probabilités. C'est pourquoi je vous conseille de ne jamais culpabiliser dans ce genre de cas et surtout de ne pas croire que c'est une erreur de votre part et chercher une solution qui n'existe pas. Les stop loss font partie du jeu et il est normal donc d'en prendre en trading comme il est normal de rentrer dans une phase de drawdown. Mais pour la question du timing, je rejoins donc parfaitement l'auteur et le fait que la précision doit être le facteur clé pour un trader, car même encore une fois, si tu comprends les fondamentaux à 100%, tu peux sortir en stop loss de par tout simplement un mauvais timing. Parce qu'encore une fois, les stop loss sont placés sur une dizaine, voire une centaine de pips. Et c'est comme ces débutants qui essayent d'anticiper des trades avec des ordres limites ou short le marché avant qu'il ne parte à la baisse ou tout simplement qu'ils achètent le marché avant qu'il ne parte à la hausse. Pour moi, c'est vraiment une très grosse erreur et une erreur très grave de penser pouvoir prédire ce que le marché va faire, va changer de direction sur une période très courte et qu'il est donc plus rentable sur le long terme d'attendre un signal de retournement et donc de pouvoir voir la puissance acheteur-vendeur de notre côté avant de rentrer en position et bien sûr dans tout type de prise de position. Continuons et sur la page 17, il parlera d'un sujet que j'adore, la prophétie auto-réalisatrice. La première raison de son existence est que la plupart des modèles de graphiques a été largement médiatisée ces dernières années, et de nombreux traders sont assez familiers avec ces modèles et agissent souvent comme un effet domino. Cela crée une prophétie auto-réalisatrice, car des vagues d'achat ou de vente sont créées en réponse à des modèles haussiers ou baissiers, et que, à contrario la deuxième, les modèles de graphiques sont presque complètement subjectifs. Aucune étude n'a encore réussi à quantifier mathématiquement aucun d'entre eux. Ils sont littéralement dans l'esprit de l'observateur. Ces deux critiques se contredisent l'une l'autre, et le deuxième point annule en fait le premier. Si les modèles de graphiques sont complètement subjectifs et dans l'esprit de l'observateur, alors il est difficile d'imaginer comment tout le monde pourrait voir la même chose en même temps, ce qui est la base de la prophétie autoréalisatrice. Je trouve ce débat très intéressant, mais si vous avez donc une certaine expérience technique sur les marchés, vous avez donc des modèles qui agissent fortement en tant que prophétie autoréalisatrice, comme par exemple la résistance du gold des 2000 qui a servi de résistance très long terme au marché et on peut donc se dire que chaque investisseur se suivait indirectement pour vendre le marché aux alentours des 2000. De même pour le Bitcoin et qui pour moi est un cas encore plus vrai car il n'y a pas de valeur fondamentale derrière cet actif et n'importe qui aurait vu donc la figure qui a indiqué le retournement du marché en 2022, suivi de la validation donc de son objectif théorique, et ça c'est vraiment fou, qui a ensuite donc conclu par une hausse après donc la réalisation de son objectif théorique. Donc une clôture de profit, ce qui montre encore une fois la puissance de la prophétie auto-réalisatrice et donc des traders qui tradaient cette pattern en question. Bref, un cas d'école pour les pratiquants de l'analyse technique et même donc sur les actifs les plus populaires, les marques de l'analyse technique sont bien présentes car au final ne représentent pas donc de simples figures mais une représentation de la psychologie
humaine. Et pour répondre pour la deuxième affirmation, où cela donc était testé mathématiquement, alors oui, c'était le cas à l'époque, mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il est très facile et accessible donc de codifier les chart patterns pour voir ou non leur rentabilité sur les marchés. Et ceux qui ne sont pas d'accord par des preuves statistiques sont simplement donc pas rationnel. Ensuite, il est dit quelque chose de très important en réponse aux détraqueurs donc de l'analyse technique. Eux donc s'efforcent de dire que pour prédire et analyser le futur, regarder le passé n'a aucun sens. Cependant, comme le dit Murphy, la première étape dans la prévision de l'avenir économique ou commercial consiste ainsi à rassembler des observations du passé. Freund et Williams. L'analyse de graphique est juste une autre forme d'analyse de série temporelle, basée sur une étude du passé, ce qui est exactement ce qui est fait dans toutes les formes d'analyse de série temporelle. Le seul type de données dont tout le monde dispose est les données passées. Nous ne pouvons qu'estimer l'avenir en projetant les expériences passées dans cet avenir. Il semble donc que l'utilisation des données de prix passées pour prédire l'avenir dans l'analyse technique est fondée sur des concepts statistiques solides. Si quelqu'un devait sérieusement remettre en question cet aspect de la prévision technique, il ou elle devrait également remettre en question la validité de chaque autre forme de prévision basée sur des données historiques, ce qui inclut toute analyse économique et fondamentale. Et oui, car si vous avez déjà fait donc des analyses hors trading sur des prédictions match officiels, professionnels, en laboratoire, etc., tu vas regarder donc systématiquement l'historique des deux participants pour en faire une analyse. Comme pour une analyse d'action d'entreprise, tu vas regarder donc ses fondamentaux passés pour investir donc dans le futur. Toute source d'analyse dans ce monde se base sur le passé et donc c'est normal que pour l'analyse technique, on se base également sur le passé des graphiques boursiers. Ensuite, on arrive dans la partie de Dow et sa théorie. Et bien sûr, je ne vais pas tout citer car tout le monde, je pense, connaît la théorie de Dow, mais il est dit quelque chose de très intéressant que peu applique. Murphy précise que sa théorie est basée sur des clôtures de marché, des clôtures de prix, et pas des ordres limites ou stop, que pour lui chaque trace, chaque barre et chaque chandelier avait une histoire à raconter, et donc une clôture haussière était plus intéressant qu'autre chose pour un achat, et pareil une bougie baissière était mieux pour une vente. Malheureusement, je vois encore beaucoup de débutants acheter sans attendre une confirmation, comme vendre sur une ligne de tendance sans attendre une confirmation claire. Et pour moi, à ce stade, c'est tout simplement de la divination et pas de l'analyse technique. Donc faites vraiment attention à ne pas tomber dans les pièges d'anticipation et surtout les stratégies anticipatif et restez donc humble de par vos compétences en trading et de par donc vos pronostics et vos prévisions et attendez s'il vous plaît un signal avant de vous positionner. Ne vous positionnez jamais parce que tu penses que c'est à ce moment précis que le marché va se retourner et il faut prendre position pendant le retournement, pendant la vague déjà lancée et jamais en anticipant. Ensuite, vers la page 59, il parle de la psychologie des supports et des résistances, ce que donc bien sûr chaque débutant devrait étudier pour comprendre que tout simplement ce n'est pas un simple tracé basique que tout simplement tu vas faire sur les marchés et donc si tu veux une vidéo bien détaillée, bien spécifique sur ce sujet, donc elle va tout simplement s'afficher à l'écran et j'ai fait une étude de cas concret de 40 minutes poussée pour t'expliquer tout simplement ces notions. Alors n'hésite pas à aller la voir et tu verras, tu vas apprendre énormément de choses. Dans la page 64, il met aussi en évidence les chiffres ronds sur le marché en citant Les traders ont tendance à penser en termes de nombres ronds importants, tels que 10, 50 ou 100, et les multiples de 1000 comme objectif de prix et agissent en conséquence. Ces nombres ronds, par conséquent, agiront souvent comme des niveaux de support ou de résistance à effet psychologique. Un trader peut utiliser cette information pour commencer à prendre des profits lorsqu'un nombre rond important est approché. Le marché de l'or est un excellent exemple de ce phénomène. Le plus bas du marché baissier de 1982 était juste à 300 $. Le marché a ensuite grimpé à un peu plus de 500 $ au premier trimestre de 1983 avant de retomber à 400 $. Un rallye de l'or en 1987 s'est arrêté à 500 $ à nouveau. De 1990 à 1997, l'or a échoué à chaque tentative de percer les 400 $. Le Dow Jones a montré une tendance à stagner aux multiples de 1000.
Et comme ce livre a été écrit il y a des années, on peut donc même reprendre l'exemple de l'or aujourd'hui avec le chiffre des 2000 qui a servi de résistance au marché. Une application de trading de ce principe est d'éviter de placer des ordres de trading juste à ces nombres ronds évidents. Par exemple, si le trader essaie d'acheter lors d'un petit repli du marché dans une tendance haussière, il serait logique de placer un stop-loss juste au-dessus d'un nombre rond important. En règle générale, évitez de placer des stops de protection à des nombres ronds évidents. Et bien sûr, pour ceux qui suivent mes lives attentivement, savent que depuis des années, les chiffres ronds et les zones de confluence sont pour moi et pour nous un élément donc essentiel et incontournable à notre analyse technique et surtout notre trade management. Personnellement, j'ai vu l'importance de ces chiffres ronds de mes propres yeux des dizaines de milliers de fois et je peux vous garantir que ces chiffres ne sont pas donc un pur hasard et à prendre à la légère et surtout encore une fois sur les grandes unités de temps où tu devras vraiment faire attention. Maintenant, je vais vous lister certains passages où je ne suis pas vraiment en accord avec ce livre, car à mon sens se contredisent, voire même sur certaines parties pas très logiques. Commençons donc par la page 74 où il est mis en évidence les principes de Trendline où je pense que l'auteur se contredit. Il dit encore une fois que l'analyse technique ne fait qu'un avec la théorie de dos, mais sur cet exemple donc bien précis, montre des défauts d'application de dos dans certains exemples de lignes de tendance. Il va d'abord commencer par montrer ce schéma et qui pour moi donc la ligne numéro 1 est bonne et qui respecte la théorie de dos avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Ok, jusqu'à là donc ça respecte la théorie de dos. Cependant, pour les deux autres lignes de tendance, ce n'est pas le cas, mais Murphy donc les considère comme valide. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce schéma car à partir du moment où le marché présente un haut plus bas et un bas plus bas, alors encore une fois la tendance est inversée ou au minimum n'est plus haussière. Donc pour moi donc tracer une ligne de tendance haussière dans un marché qui n'est plus haussier est une erreur technique et surtout donc une erreur de théorie de dos. Encore une fois donc ce n'est que mon avis mais je tiens tout simplement à vous le partager. Il reproduit ensuite exactement le même schéma à l'inverse et pour moi donc je conclus sur la même erreur et cette ligne de tendance n'est pas valable car donc elle ne respecte pas la théorie d'eau car les sommets sont plus hauts que les précédents et des bas plus hauts que les précédents. Voilà mon premier désaccord donc avec cet ouvrage où une contradiction a été faite sur un exemple et donc je vous déconseille en tant que débutant technique de reproduire un tracé comme celui-ci, comme le numéro 3 et ne tracez pas de ligne de tendance baissière si la théorie de dos n'est plus baissière. Et bien sûr inversement. Et cela vous évitera de tracer des lignes de tendance partout et aussi d'être victime de la suranalyse des marchés financiers. Car si on commence à tracer des lignes de tendance partout, haussière, baissière, dans des théories de dos baissière, enfin vraiment on mélange tout, alors tout simplement ton graphique ne va plus ressembler à rien et perdre en lisibilité. N'oublie pas que, encore une fois, le plus important c'est le prix et le mouvement du marché et pas les tracés. Ensuite, une grosse erreur technique que j'ai pu identifier à la page numéro 138, malgré que ce livre, encore une fois, a la réputation d'être la bible de l'analyse technique, c'est la présentation de la pattern triangle descendant avec une note de l'auteur qui met en évidence donc le fait que la pattern, avant d'être créée, doit être donc suivie et précédée par la tendance de la figure. En bref, si tu as un triangle descendant, cette pattern doit être précédée d'une tendance baissière et inversement pour un triangle ascendant. Cependant, dans son exemple, donc à la page 139, il fait l'erreur de montrer un triangle descendant venant d'un mouvement haussier. Et donc, théoriquement, si on suit la théorie de dos, la structure n'est pas une figure de continuation, c'est une figure de retournement, car le marché vient du bas pour se retourner à la baisse. Alors que donc, un vrai triangle descendant, comme on l'a vu donc sur son schéma de base, donc précédent, vient d'une tendance baissière, d'où le nom, encore une fois, de figure de continuation de marché. C'était bien sûr la seule erreur de démonstration de pattern dans cet ouvrage, mais donc pour la Bible de l'analyse technique, j'aurais préféré avoir aucune faute, aucune erreur et ne pas induire en erreur les débutants car celui-ci, encore une fois, a été lu par des dizaines de milliers de personnes et pense que la vérité se détient dans ce livre, la vérité absolue, ok? Et qui vont tout simplement copier cette pattern aveuglement, mais qu'au final ne vont pas trader de la bonne manière et ne vont pas trader un réel triangle descendant, mais donc une simple pattern de retournement qui, elle, n'existe pas. Ensuite, un moment où je n'ai pas été très réceptif ou qui, je pense donc, un endroit où qu'il se contredit, c'est quand il parle de regarder les charts long terme
pour son analyse technique sur la page 181 en disant qu'en tant que trader, regarder les charts long terme pour prendre position, court terme, ça peut être intéressant et personnellement, je ne vais pas être du même avis et je vais peut-être même me faire des ennemis. Mais je ne suis pas du tout d'accord car chaque stratégie est propre et différente et j'ai déjà backtesté donc des centaines de stratégies et sur certaines, la tendance de fond long terme donnait de bons résultats. Alors là, ok, si on la prenait donc tout simplement en considération et encore une fois pour certains à l'inverse. Et là, c'est là que ça se complique, ok. Et si aujourd'hui donc tu travailles sur le M5 et que tu prends position le matin pour couper ta position le midi, personnellement, je ne vois pas donc l'intérêt de regarder des charts comme hebdomadaire ou daily où tout simplement une bougie en clôture coûte 24 heures, voire même une semaine. Et pour moi, plus les UT, donc les unités de temps sont écartées en termes de temporalité, moins la corrélation entre les deux est pertinente. Car un mouvement donc de quelques pips ne va pas impacter le chart en daily. Encore une fois, donc je partage mon expérience et mon avis, mais vous pouvez très bien avoir le vôtre. Et le but de cette vidéo est de vous donner tout simplement ma vision du marché. D'ailleurs, si tu as une vision et si tu as une idée sur ça, je te laisse tout simplement mettre en commentaire ton avis. On fera un débat, on va en discuter. Mais voilà, c'est aussi le but de cette vidéo. Et pour revenir donc à ce que je disais, et que si pour moi donc l'unité de temps sur laquelle tu travailles est très courte, les analyses en daily ne sont pas pertinentes, voire même tout simplement peut te faire perdre du temps, compliquer ton analyse et ton trading et donc changer les scénarios que tu avais prévus sur ta stratégie de base et sur ton unité de base. N'oublie pas qu'en trading, donc plus c'est simple, plus tu minimises les erreurs et plus c'est compliqué, plus tout simplement tu vas interpréter, plus ça va être compliqué de réussir à tenir bon dans les confirmations de ta stratégie. Et juste, donc si vous voulez confirmer donc la tendance de fond, testez votre stratégie avec un facteur de tendance de fond. Et si celle-ci donc apporte du plus, suivez-la, il n'y a pas de problème, continuez. Mais si les résultats donc sont moins bons, alors tout simplement ne favorisez jamais la tendance de fond daily hebdomadaire sur votre stratégie. Pour continuer et sur la page 454 et ma dernière critique de ce livre, il va vous donner donc une checklist donc pour analyser techniquement avec 23 étapes à compléter et à suivre que je vous laisse tout simplement à l'écran. Et je ne suis pas tout à fait d'accord car encore une fois, une contradiction a été faite où il parle de favoriser des systèmes simples et derrière donner une checklist de 23 étapes incluant Fibonacci, les vagues d'Elliott, les gaps, le chart Teams et plein d'autres indicateurs. Cela rend le système plus compliqué, donc pas du tout donc simple, alors que lui-même donc utilise un système simple qu'on verra bien sûr dans la suite de cette vidéo. Il partage son code, il partage sa stratégie et son système est simple. Donc pourquoi conseiller donc tout simplement compliqué? Et pour moi donc ce n'est que mon avis, mais la checklist est impossible à reproduire sur les marchés tout en ayant une vision claire donc de son biais émotionnel, de son biais d'achat ou de vente. Je vous déconseille en tant que débutant et même donc intermédiaire d'avoir une liste de 23 confirmations remplies d'indicateurs techniques car donc dans le meilleur des cas, tu ne prendras jamais position et au meilleur des cas, tout simplement, tu vas juste t'embourber les pinceaux et ne jamais lancer de trade et tout simplement, tu ne vas plus savoir interpréter tes trades. On va passer à un tout autre sujet et commencer à parler donc du plan et de la gestion du capital. Bien sûr, donc ce chapitre commence à partir de la page 393 et j'ai passé toutes les démonstrations d'indicateurs et de patterns qui ne sont pas donc nécessaires à cette vidéo. Et je préfère encore une fois me concentrer uniquement sur l'essentiel. A tout de suite. À partir de la page 395, Murphy va parler du money management et conseille de ne jamais utiliser plus de 50% de son capital de trading. Et tout simplement, j'ai trouvé cette information très intéressante et importante. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Murphy recommande d'investir 50% de son capital de trading et cela peut être donc dans des ETF ou autres types d'investissements, mais donc de toujours garder la moitié de son capital de trading loin du broker avec lequel tu trades. Et donc bien sûr, je te parle de sommes de minimum 30, 40 000, 50 000 euros et aucune utilité donc de faire ce stratagème avec un capital donc de 1000 euros. Le but est d'utiliser un risque couvrant la totalité donc du capital, donc par exemple 1% de 50 000 euros, mais d'avoir que 25 000 euros sur le compte et donc 25 000 investis en bourse ou tout autre investissement dit liquide. Et donc c'est-à-dire que tu peux tout simplement reprendre ton argent sur 1, 2 ou encore 3 jours. Cela te permettra premièrement de faire fructifier 50%
de ton capital en automatique et 50% avec tes performances de trader, donc de trading. Et cela te permet donc premièrement de ne pas cramer tes 50 000 euros, car donc tu aurais cette sécurité, donc la sécurité d'avoir la moitié de ton capital qui, bien sûr, encore une fois, peut être retiré sous 1, 2 ou 3 jours. Et que si un jour tu perds tes 50%, donc tes 25 000 de trading, alors tout simplement arrête de trader, car il y a de fortes chances que les derniers 25 000 auraient tout simplement subi le même sort. Et peut-être qu'avec cette stratégie, tu aurais donc pu faire 20-30% en passif sur donc les 50% autres investis pour tout simplement amortir ta perte de 25 000 euros. On peut aussi appliquer cet exemple au trading de crypto-monnaie qui donc sera un conseil bien différent. Et le problème donc des plateformes crypto-monnaie et donc les exchanges, c'est la sécurité. C'est pourquoi je conseille à tous les traders crypto de ne jamais déposer 100% de leur capital donc financier alloué au trading, mais uniquement donc 20%. Et donc si tu choisis 50 000 euros, alors tu vas poser uniquement 10 000 euros sur l'exchange. Et donc pour un trader avec ces 20%, tu vas trader avec ces 20%, mais tout simplement tu vas risquer 1% de 50 000. Si bien sûr, encore une fois, tu choisis ce risque. Ce n'est qu'un exemple. Cela t'évitera donc premièrement les hacks potentiels ou même tout simplement les affaires comme on a vu avec FTX. Voilà, donc c'est un petit tips qui m'est venu à l'esprit après avoir visionné donc les 380 pages du livre, et peut-être que tout simplement ça te semble évident, mais le but encore une fois est de délivrer toutes les pensées et toutes les idées pendant la lecture de ce livre. Aussi, vers la page 397, il va mettre en valeur l'importance d'être diversifié et donc d'être un trader multi-asset plutôt que donc de choisir un seul marché en tant que trader technique, car se lier d'amitié avec un actif n'a aucune utilité pour nous spéculateurs, et donc seuls les marchés intéressants pour produire des performances nous intéressent. Il cite aussi que donc dans un certain cycle, un type d'actif peut devenir mort en opportunité, et donc avoir plusieurs actifs donc sous la main est très intéressant, et surtout donc pour profiter des tendances, comme donc on a parlé au début avec les actions type Nvidia ou encore les altcoins pour le bull run. Continuons et arrivé donc sur la page 408, il parle de pyramidage. Donc c'est quoi? D'ajouter tout simplement une position ou renforcer une position de trading déjà en cours, et tout simplement ce qu'il a dit, ça m'a percuté, car il dit quelque chose donc de très simple mais pourtant donc non pratiqué par 95% des traders. Lors du pyramidage, suivez ces lignes directrices. A. Chaque couche successive devrait être plus petite que la précédente. B. Ajoutez uniquement aux positions gagnantes. C. N'ajoutez jamais à une position perdante. D. Ajustez les stops de protection au point d'équilibre. Je vois beaucoup de débutants ajouter une position car le marché revient sur leur prix d'entrée et en pensant que c'est tout simplement une nouvelle opportunité de reprendre une position et donc de renforcer. Et c'est peut-être la pire erreur de renforcement de position que j'ai pu voir, donc ne faites jamais cette chose. Bien sûr, comme il a été dit, tu ne renforceras jamais une position qui n'est pas en profit et donc profit latent, et tu ne peux pas donc doubler ou augmenter ton risque sur une position déjà perdante, et c'est tout simplement rajouter du poids sur ta potentielle perte à venir. Et placer un stop loss cohérent sur votre renforcement, donc pour qu'il corresponde parfaitement à la première position. Et donc pour le pire des scénarios, ne pas perdre plus d'argent que prévu, ou alors tout simplement perdre la totalité des trades sur l'actif en question, alors que de base, le premier était en profit. Et il finit par: Gardez cela simple. Plus compliqué n'est pas toujours mieux. je sais que dans le monde traditionnel, plus c'est compliqué, plus ça a l'air sérieux. Plus c'est sérieux, plus ça a l'air profitable. Et cette conclusion est peut-être vraie donc dans d'autres thématiques, dans d'autres disciplines, mais surtout pas pour le trading. Alors faites vraiment attention donc à ne pas chercher obligatoirement un système compliqué sous prétexte qu'il est rentable. Ensuite, et pour revenir à la checklist des 23 confirmations que tout simplement je n'avais pas aimé ou approuvé, il donne donc là une checklist qui elle est beaucoup plus cohérente, intéressante et pertinente, et que bien sûr même moi je trouve intéressante. Et donc, je vous la partage. Et bien sûr, encore une fois, c'est de niveau débutant. Après avoir abouti à une conclusion haussière ou baissière, posez-vous les questions suivantes. Dans quelle direction ce marché va-t-il évoluer au cours des prochains mois? Vais-je acheter ou vendre sur ce marché? Combien d'unités vais-je échanger? Combien suis-je prêt à risquer si je me trompe? Quel est mon objectif de profit? Où entrerai-je sur le marché? Quel type d'ordre utiliserai-je? Où placerai-je mon stop de protection? Voilà, c'était une petite checklist pour éviter au moment précis de faire n'importe quoi ou tout simplement d'invalider votre plan qui de base était prévu donc
initialement. Également, et juste après, il donne un conseil aux traders fondamental et c'est de ne jamais chercher à comprendre tous les mouvements du marché car donc après une certaine expérience sur les marchés, tu comprendras que donc tout simplement celui-ci peut faire preuve d'irrationalité et que plus les unités de temps, la temporalité est basse et plus tout simplement l'irrationalité fondamentale peut être présente. Sur la page 459, on apprend que En août 1995, la Réserve fédérale de New York a publié un rapport du personnel sous le titre « Tête et épaules, pas juste un motif fantaisiste ». Le rapport était destiné à examiner la validité du motif tête et épaules dans le trading des devises étrangères. La première édition de ce livre a été citée comme l'une des principales sources sur l'analyse technique. La première phrase de l'introduction se lit comme suit. L'analyse technique, la prédiction des mouvements de prix basés sur les mouvements de prix passés, a été démontrée pour générer des profits statistiquement significatifs malgré son incompatibilité avec la notion de marché efficient de la plupart des économistes. on se dirige doucement vers la fin de la vidéo et c'est pour moi donc maintenant qui pour moi viennent les informations les plus importantes qui donc je pense 95% des gens qui vont regarder cette vidéo ne pratiquent pas. Page 493, les fondamentaux de la construction d'un bon système de trading. Murphy dit que le développement d'un système de trading est en partie un art, en partie une science et en partie du bon sens, et que notre objectif n'est pas de développer un système qui obtient les rendements les plus élevés en utilisant des données historiques, mais de formuler un concept solide qui a bien performé dans le passé et peut être attendu de continuer à bien performer dans le futur. Et j'adore cette phrase car c'est l'essentiel même donc dans mon trading, 100% mécanique et technique pour une vue des réelles performances sur les dernières années. Idéalement, il préférait une approche qui est 100% mécanique, qui augmentant les chances que les performances passées puissent être répliquées à l'avenir. Il continue avec ces 3 passages vraiment pertinents. Nous pouvons donc tester les idées avant de les trader. Un ordinateur nous permet de tester les idées sur des données historiques plutôt que sur de l'argent durement gagné. En nous aidant à voir comment un système aurait performé dans le passé, cela nous permet de prendre de meilleures décisions quand cela compte vraiment, dans le présent. Nous pouvons être plus objectifs et moins émotionnels. La plupart des gens ont du mal à appliquer leur analyse objective aux situations de trading réelles. Par conséquent, pourquoi ne pas laisser l'ordinateur tester votre stratégie? Il est dépourvu d'émotions humaines et fera exactement ce que nous lui avions instruit de faire. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'affichera donc à l'écran et n'hésite pas à aller la voir. Et dernier passage, une approche mécanique prend moins de temps à appliquer qu'une approche subjective, ce qui nous permet de couvrir plus de marchés, de trader plus de systèmes et d'analyser plus de cadres temporels chaque jour. Bien sûr, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais le gain de temps et la possibilité de saisir les opportunités, c'est tout simplement incomparable. Et pour bien sûr les personnes qui regardent cette vidéo, Murphy à la page 494 nous donne un plan pour élaborer une bonne stratégie de trading plan en 5 étapes. Commencer avec un concept, le transformer en un ensemble de règles objectives, vérifier visuellement sur les graphiques, tester formellement avec un ordinateur, évaluer les résultats. si dans la création tu n'as pas ce processus, alors tout simplement oublie même l'idée de travailler ta stratégie. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la page 499, il va donner le script et le code de sa stratégie, donc dans son livre, et n'importe qui peut tout simplement copier le début donc de ce code. Et à l'inverse, des milliers de personnes vendent des stratégies des milliers d'euros sans preuve que celle-ci a fonctionné. Bien sûr, j'ai pu tester brièvement en transformant donc son code destiné à TradeStation pour nous en PaintScript et donc sur TradingView pour ensuite donc voir les paramètres intéressants que tout simplement j'aurais pu en tirer. Les performances de son test sont également dans le livre et celui-ci donc sur une période donc de 40 ans. Voilà, et pour terminer pour les plus débutants et à la page 511, il vous présente un lexique pour encore une fois donc les plus novices pour tout simplement mieux comprendre les termes évoqués donc dans le livre et en général dans le monde du trading en ligne. Conclusion pour ce livre, très bon livre dans l'ensemble et personnellement donc je l'ai lu 2 fois d'affilée avant de vous faire donc cette vidéo et surtout tout simplement pour en tirer les meilleurs enseignements et la majorité du livre ne m'a pas donc servi car tout simplement donc les 3 quarts c'est destiné plutôt aux débutants mais cependant
tout ce que donc je vous ai dit de par les interprétations de l'analyse technique est vraiment tout simplement crucial, qui va tout simplement donc un point crucial qui va renforcer ta psychologie et ta croyance en cette méthode d'analyse. Donc potentiellement plus croire en ta stratégie et moins laisser encore une fois d'émotion. Si maintenant cette vidéo t'a plu et que tu souhaites tout simplement avoir d'autres livres sur la chaîne YouTube donc en vidéo sur les prochaines semaines ou les prochains mois, je te laisse donc marquer le livre qui t'intéresse en commentaire et ça peut être tout simplement donc Market Wizard, Trader dans la zone de Mark Douglas et tout simplement tous les autres livres disponibles en trading anglophone ou aussi francophone. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous souhaite tout simplement donc la réussite en trading. Prenez soin de vos proches et je vous dis ciao.